RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Et un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est De quoi je me mail, toute l'actualité des nouvelles techno, le dimanche matin, vous le savez, à la radio, sur RMC, en podcast audio dès le vendredi, et puis en vidéo, bien sûr, aussi, sur la chaîne YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com, mais aussi sur 01 TV, la chaîne sur les box, SFR, Orange, Freebox, et puis aussi sur satellite. Merci d'être là. Avec au menu pour ce De quoi je me mail, eh bien, dans un instant, on va ouvrir le bal de la guerre des consoles de cette fin d'année, croyez-moi, c'est chaud. Nous allons parler de la Xbox dans un instant, mais auparavant, je voulais vous parler en fait d'une initiative et d'un événement qui aura lieu la semaine prochaine sur 01 TV. C'est la Labo Week. Durant une semaine, en fait, la rédaction de 01net et 01 TV vont vous aider à choisir tous vos produits high-tech pour Noël, avec les meilleurs smartphones, les meilleures télés, le meilleur audio, les meilleurs PC, qu'ils soient pour le travail ou pour le gaming. Et en ce moment, en télétravail, c'est important. Une grande semaine donc pour vous aider à bien choisir vos produits high-tech, c'est la Labo Week. Et c'est donc à partir de lundi sur 01net.com et 01 TV. Et puis je vous rappelle que vous pouvez réagir au contenu de quoi je me mail avec le hashtag DQJMM sur Twitter et puis sur la page Facebook aussi. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter ce De quoi je me mail, je suis très heureux de recevoir Ina Gelbert. Bonjour Ina. Bonjour François. Vous êtes directrice Xbox France et ça y est, tout est dit. Cette fin d'année dans le monde du jeu vidéo va être passionnante parce que, en tout cas si vous êtes avec nous là en vidéo, vous le voyez, ces deux nouveaux bébés sont arrivés et on les attendait ces nouvelles consoles. La PlayStation 5 arrive dans quelques jours. La Xbox, ça y est, elle est disponible. On va voir d'ailleurs dans quelle mesure on peut l'acquérir. Ina Gelbert, on va essayer de découvrir un petit peu cette nouvelle console et quelle est surtout la stratégie de Microsoft dans le monde du jeu vidéo. Ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas de nouvelles de vous. Enfin oui, au milieu, on a eu une console d'étape, on va dire, il y a 3-4 ans. La Xbox One était sortie en 2013, si mes souvenirs sont bons. En 2013. Et ça fait 20 ans. Vous êtes dans le monde du jeu vidéo, mine de rien, Microsoft, avec la première Xbox. Tout à fait. On est arrivé avec la première Xbox au tout début des années 2000. On est sur des cycles de production d'environ 6 à 7 ans. Donc la dernière, c'était la Xbox One en 2013. Et depuis le 10 novembre, nous avons les Xbox Series, donc la Series X et la Series S. Voilà, on peut découvrir si vous êtes avec nous en vidéo. On va bien sûr essayer de comprendre quelles sont les différences entre ces deux consoles, parce que c'est la première fois, vous me confirmez, que Microsoft sort en même temps deux consoles différentes. Tout à fait. Et je considère ça comme une chance d'avoir eu la possibilité, dès la sortie de la nouvelle génération, de proposer deux consoles qui s'adressent à des audiences qui sont différentes. On a d'un côté donc la série X qui s'adresse à ce qu'on appellerait des core gamers. Donc on est sur un prix recommandé à 499 €. Ça c'est full option. C'est le meilleur choix en fait sur cette fin top. d'année, le top du top au niveau des consoles, puisque c'est la console la plus puissante qui existe sur le marché. On parle de 12 teraflops, on parle de 4K, de 8K, de 120 FPS, on se parle de ray tracing, de SSD, de GPU très puissant. Donc voilà, vraiment un concentré. Là vous m'avez sorti tout le vocabulaire des gamers. Alors, c'est beaucoup de jargon des gamers, mais ça parlera à l'audience qui s'y connaît, je pense. Et c'est la promesse de cette nouvelle génération qui est concentrée dans ces deux consoles. Alors, j'ai cru comprendre que grâce à ces nouvelles consoles de nouvelle génération, alors chez vous, mais aussi sur PlayStation, on ne sera plus obligé d'attendre pour jouer, ce qui est un truc qui est quand même assez embêtant parfois. Entre les mises à jour des consoles et attendre que le jeu se charge sur les précédentes générations, c'était un peu long. Là, il paraît que le temps a été raccourci, c'est vrai ? Absolument, c'est une des forces de cette nouvelle génération, c'est les vitesses de chargement, c'est d'arrêter d'avoir cet effet un peu ascenseur où on attend d'arriver dans la scène d'après, etc. Et c'est simplement de permettre une immersion beaucoup plus rapide dans l'univers du jeu qu'on a choisi, avec la possibilité simplement de charger plus rapidement les décors, les scènes d'après, mais aussi de faire en sorte de rentrer dès le départ beaucoup plus vite dans le jeu et ne pas avoir ce temps de chargement au départ quand on lance la partie, qui pouvait aller des fois jusqu'à même plusieurs minutes. Ouais. Est-ce que c'est pas ça la killer app finalement de ces consoles next-gen, avant les graphismes et le ray tracing et tous ces trucs? C'est une des fonctionnalités qui sera le plus appréciée effectivement par les gamers, c'est ce côté accès direct au jeu, mais à côté il y a le ray tracing qui permet simplement d'avoir des traits plus fins au niveau des personnages, d'avoir plus de luminosité, de s'attarder plus sur les détails des paysages dans le jeu,
personnages, etc. Et donc, je reviens sur le terme d'immersion qui est très important sur ces nouvelles générations, et simplement d'avoir l'impression d'être directement dans le décor, de vivre la scène et d'être à côté du personnage quand on joue. Sincèrement, alors bon, on va parler des jeux tout à l'heure, mais on voit la différence aujourd'hui entre une Xbox One, donc il y a 7 ans, que je lance avec un jeu ultra récent, et on va dire un jeu équivalent sur la nouvelle Xbox Series X. On voit la différence, on le voit déjà sur les vitesses de chargement. Donc déjà, il y a la 4K. Il y a la 4K, mais on avait déjà la 4K sur la One X. Aujourd'hui, vous avez effectivement la 4K. On peut aller jusqu'à de la 8K également, donc c'est important de le mentionner. Les 120 FPS aussi, c'est simplement... Pas sur tous les jeux, je crois. Hein. Non, ce sera vraiment en fonction du contenu, mais également en fonction des écrans que vous mettrez avec votre console. Donc, on n'est pas simplement dépendant de la console en elle-même, mais aussi des périphériques qu'on installe autour. Mais en tout cas, c'est ces options qu'on propose, nous, grâce à cette machine et qu'on donne aux développeurs et qui ensuite font le choix de leur côté de favoriser plus une vitesse ou une luminosité, etc., pour que l'expérience soit la plus belle possible, finalement, pour le joueur. Donc, d'un côté, la série X, avec, on va dire, le nec plus ultra en termes de puissance, d'accord. Et puis, de l'autre côté, sa petite sœur, qu'on voit, qui est la série S. La Series S, pour moi, c'est un accomplissement de la part des équipes de Microsoft. C'est comment mettre autant de technologie dans une petite machine, puisque finalement, c'est la plus compacte qu'on ait jamais créée à ce stade. Et elle est beaucoup plus accessible aussi, puisqu'on est sur un prix recommandé à 299 €. Et là, je voudrais insister là-dessus, c'est la première fois également qu'on arrive avec une console nouvelle génération à un prix aussi accessible à 299 €. On n'avait pas eu ce type d'expérience auparavant. Donc, on donne le choix dès le départ, en fonction de l'audience, pour faire en sorte que le plus de personnes possible puissent accéder à l'écosystème Xbox. Donc, série X 499. Absolument. Series S, donc 299 €. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment à ce prix-là, parce qu'on va rentrer dans les détails techniques, est-ce que c'est malgré tout une console de nouvelle génération? Parce que forcément, elle est moins puissante que la série X. Elle est moins puissante, mais elle reprend les spécificités de cette nouvelle génération. On va également parler de SSD, on va parler de 120 FPS, de ray tracing, donc toutes ces fonctionnalités qui font que l'immersion, chargement des jeux, les vitesses de chargement, absolument. On se parle également du ray tracing, donc cette qualité d'image, ce niveau de détail qu'on va retrouver dans un jeu, qui est également disponible sur la Series S. Et on est sur un format qui est digital, c'est important de le mentionner aussi, c'est-à-dire vous n'avez pas de lecteur. Et donc ça s'adresse à une audience qui est plutôt une audience qui a grandi avec le digital. On va sur une cible qui est plutôt autour de 15-25 ans. Donc ce sont des personnes pour qui, quelque part, le support physique n'existe plus dans leur consommation au quotidien, que ce soit sur de la musique, sur de la VOD. Ils sont habitués à consommer en digital et ils sont également habitués à consommer via abonnement. Et donc on s'adresse vraiment à une audience qui est nouvelle, donc 15-25 ans, et qui va être séduit, par le prix, mais aussi par les fonctionnalités de cette nouvelle console. Est-ce que je peux avoir de la 4K sur la Series S? Vous pouvez faire de l'upscale 4K, c'est-à-dire c'est une console qui est en 2K natif, mais si vous branchez un écran 4K, la console ira compenser pour faire un 4K upscale. D'accord, mais on est d'accord que j'aurai des jeux moins beaux. Si j'ai une télé dernier cri, j'aurai des jeux moins beaux sur la Series S que sur la Series X. Vous verrez assez peu la différence, je pense que ça va dépendre des jeux, mais en général, si vous branchez ça aussi sur un écran en 1080, en 1440, l'expérience est optimisée. Très bien. Donc, j'imagine que c'est deux cibles différentes, ces consoles. En fait, le vrai hardcore gamer qui est prêt, qui est prêt à mettre beaucoup d'argent parce qu'il veut le top du top, il va se prendre la série X. Exactement. Et cette série S, c'est pour qui, en fait? C'est une audience qui est plus jeune, donc on est sur du 15-25 ans. C'est une audience qui n'aurait pas eu accès peut-être à cette nouvelle génération. Qui serait restée un peu plus longtemps sur la précédente génération. Voilà, qui aurait peut-être attendu avant de sauter le pas aussi, d'avoir on attend en général 2-3 ans avant de voir les premières baisses de tarifs sur les consoles. Et donc là, on fait en sorte que cette nouvelle génération soit accessible dès le day one, c'est-à-dire dès la sortie des consoles. On ouvre plus grand, je dirais, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent accéder à cet écosystème. Est-ce que c'est aussi une stratégie pour en fait perturber le géant Sony, parce que d'un côté on voit que Sony a son audience qui est indiscutable, avec deux consoles aussi pour Sony, celle PlayStation qui est avec le lecteur et une autre qui est complètement dématérialisée. Au passage, la série S vaut mieux avoir la fibre optique parce qu'autrement c'est un cauchemar, on est d'accord, pour télécharger les jeux. Il y aura des temps de chargement qui seront plus longs, mais aujourd'hui quand on regarde le taux d'équipement des Français, on est en nette progression quand même sur la fibre. Non, mais il vaut mieux avoir une bonne connexion internet. Il vaut mieux avoir une bonne connexion, sinon il faudrait être un peu plus patient. Mais bon. Oui, voilà, c'est ça. Et donc là, on perd l'avantage du temps de chargement rapide. Oui, mais vous savez, même quand vous êtes sur un modèle avec un lecteur, finalement, quand vous allez télécharger votre jeu, vous avez également des temps de chargement qui sont nécessaires avant de pouvoir lancer. C'est-à-dire au moment où vous téléchargez le jeu sur la console, vous avez quand même besoin d'un petit peu de temps avant de pouvoir commencer.
Très bien. On se souvient que la Xbox One qui était sortie il y a 7 ans, c'était une console où on avait un peu tout mis dedans, quoi. C'était un peu le Thermomix de la console. Enfin, c'est pas méchant, hein. Le Thermomix, c'est super, hein. Franchement, je m'en sers et c'est top. Mais c'est vrai que il y avait, on pouvait regarder la télé, toutes les parties audio-vidéo étaient poussées. Il y avait aussi, alors j'ai oublié le nom, vous savez, le truc de Le Kinect. Voilà, le Kinect, que petit à petit vous avez subrepticement, à pas chasser, enlevé de toutes les consoles. Là, on a l'impression que vous êtes un petit peu recentré, que vous avez appris des erreurs du lancement de la Xbox One, non ? Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, là où avant, on a essayé de montrer ce que pouvait faire la console en plus d'être une très belle console de jeu, cette fois-ci, on revient sur l'essentiel et donc on va avoir une communication qui est plus centrée sur la meilleure expérience de gaming possible, tout en sachant que les consoles qu'on propose vous permettent quand même d'accéder à énormément d'autres supports. Donc vous avez des applications à télécharger qui vous permettent d'aller regarder Netflix ou Amazon Prime ou encore d'accéder à Spotify, etc. Ou même Canal, c'est-à-dire on n'enlève pas ces fonctionnalités. Mais vous les mettez moins en avant, en fait. On s'est recentré. Ça fait partie de la logique, en fait, de ce type de produit aujourd'hui. Oui, on s'est recentré sur le joueur. C'est vraiment ça le changement aujourd'hui. En 2013, on mettait la console au milieu et on axait notre stratégie sur la console. Aujourd'hui, on met le joueur au milieu de la stratégie d'Xbox et on part des attentes du joueur. Simplement, on se dit, il veut avoir la meilleure console ou alors il veut pouvoir accéder à la nouvelle génération. On lui propose donc la série X ou la série S. Et à côté de ça, on va aussi de plus en plus répondre à de nouvelles attentes au niveau de la consommation, qui sont simplement de se dire qu'on peut passer aussi d'une console et vouloir accéder à son écosystème sur d'autres supports. Et c'est vraiment ces usages-là qui se développent de plus en plus. On va parler de cloud gaming, par exemple, et simplement pouvoir se dire qu'aujourd'hui, je peux accéder à mon écosystème Xbox sans passer par la console, en utilisant le cloud gaming et donc retrouver mon expérience sur un smartphone ou sur une tablette. On va en parler parce que c'est vrai que c'est une vision globale du jeu vidéo, hein, finalement. On a l'impression que la console n'est qu'une brique par rapport à tous les autres. Mais juste un mot sur l'échec du Kinect. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi alors, vous avez investi énormément d'argent sur le Kinect. Hein, ça a été, enfin, il y a eu des développements de jeux. C'était même disponible avant la Xbox One, hein, enfin, si je me souviens bien. Pourquoi d'un coup s'être dit bon, ben voilà, on arrête parce que ça marche pas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, le Kinect est encore disponible aujourd'hui. Il est utilisé pour d'autres usages qui sont des usages scientifiques, business, etc. On a encore énormément de demandes parce que technologiquement parlant, le Kinect est une petite merveille, vraiment. Après, il n'y a pas eu assez de contenu développé autour des fonctionnalités du Kinect, ce qui fait qu'on l'a progressivement, comme vous le disiez tout à l'heure, enlevé de l'offre. On avait lancé en 2013 la console avec le Kinect. On est revenu un petit peu ensuite en proposant la console. La console coûtait très cher d'ailleurs aussi. Elle coûtait 499 €. D'ailleurs, on est revenu ensuite sur un modèle sans le Kinect qu'on avait positionné à 399. Et aujourd'hui, on s'est recentré vraiment sur les attentes du joueur et on se concentre sur la partie gaming avant d'arriver derrière sur les autres fonctionnalités de la console. Ina Gelbert, pourquoi sortez-vous votre console en même temps que celle de Sony ? Ou alors, je pourrais poser la question à Sony, et je pense que j'aurai le porte-parole de Sony France dans quelques temps. Mais c'est quoi ? C'est le hasard ? Tous les 7 ans, vous sortez au même moment avant Noël une console de jeu ? C'est ça le calendrier ? Moi, je considère que lancer une console avant les fêtes de fin d'année, c'est effectivement une bonne période pour l'industrie et pour les attentes des consommateurs. Maintenant, ce que fait la concurrence, vous leur demanderez. Vous scrutez ce que fait Sony ? Comment ça se passe ? Je veux dire, bon, vous êtes de vieux ennemis maintenant. Oui. Alors, il y a Nintendo aussi, mais qui finalement est un peu dans une autre galaxie, hein, avec des jeux complètement différents, des consoles qui coûtent moins cher, des autres form factors, etc. C'est quoi ? C'est la guerre avec Sony ou finalement bon, ça se passe plutôt bien. Je pense que le paysage du jeu vidéo est en train de changer vraiment profondément et aujourd'hui, donc vous avez mentionné effectivement les autres constructeurs de consoles, ce qu'on voit apparaître de plus en plus dans le paysage aussi, ce sont des géants de la tech qui veulent également investir dans le jeu vidéo. On se parle de Google, on se parle d'Amazon, de Tencent, etc. Et si on regarde à plus long terme, je pense que la concurrence, elle se fera au-delà des constructeurs de consoles, mais aussi sur toutes les personnes qui sont en mesure de proposer du cloud gaming et donc l'accès aux jeux vidéo sur énormément de supports différents, dont le smartphone. On voit même Apple qui se lance dans le jeu vidéo. Ça montre bien l'intérêt de cette industrie. On voit aujourd'hui que c'est un marché qui est porteur, qui est en croissance. Il y a quand même à peu près, on estime à 3 milliards le nombre de joueurs sur la planète. Donc c'est vous dire que le jeu est un besoin fondamental, je pense, pour l'être humain. Et aujourd'hui, quand on voit ces chiffres-là, la question qu'on se pose, c'est comment faire en sorte que l'écosystème Xbox soit accessible au plus de personnes possible.
Est-ce que ça veut dire, puisqu'on parle de cloud gaming qui petit à petit, alors ça prend du temps, hein, on le voit, ça fait des années qu'on parle de cloud gaming, mais petit à petit, voilà, il s'installe. Est-ce que ça veut dire que ces consoles qui sont là sur ce plateau sont sans doute, ou peut-être les dernières, avant de passer à quelque chose de complètement dématérialisé dans 7 ans ? Je pense que les offres vont cohabiter pendant un certain moment. Aujourd'hui, si vous voulez avoir la plus belle expérience de jeu, vous l'obtenez sur une console. D'accord. À ce stade, rien ne bat la console en termes d'expérience de jeu, au niveau technologique, au niveau confort d'utilisation, etc. Et tant que c'est le cas, on aura des consoles, puisque notre but est quand même de proposer la meilleure expérience possible. Et on le voit encore sur cette génération, puisqu'on arrive avec la meilleure console du marché, la plus puissante. Mais aujourd'hui, on arrive à avoir du cloud gaming en 4K. Vous avez des solutions même françaises comme Shadow qui vous permettent d'avoir un PC, on va dire, dématérialisé avec une puissance et une qualité graphique impressionnante. Donc finalement, est-ce que la console a toujours sa légitimité ? Absolument, puisqu'elle reste la meilleure expérience possible. Et quand on regarde le jeu vidéo, je pense que pour réussir dans le jeu vidéo, il faut avoir 3 piliers forts. Le premier, c'est la communauté. Donc nous l'avons de notre côté parce que ça fait depuis le début des années 2000 qu'on est sur le marché du jeu vidéo. Il faut avoir le contenu aussi. Et avec les 23 studios qu'on a actuellement, depuis notamment l'acquisition de Zenimax, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Oui, avec Bethesda. Mais aussi avec Arkane, qui est un studio français qui est basé à Lyon. C'est un joli coup quand même, hein. Absolument. En fait, quand on regarde, c'est 7,5 milliards de dollars qui ont été déboursés pour l'acquisition de Zenimax. Il me semble que c'est la deuxième plus grosse acquisition de Microsoft après LinkedIn, et ça montre bien l'ambition de Microsoft et d'Xbox. Qui avait coûté un petit peu d'argent. Qui avait coûté un petit peu d'argent, mais ça montre l'ambition qu'on a sur ce marché-là, tant Xbox que Microsoft, et l'importance que le jeu vidéo a aujourd'hui dans la stratégie de Microsoft. Et donc le troisième critère, puisqu'on a parlé communauté et contenu, le troisième critère, c'est le cloud. Et on a la chance en tant qu'Xbox aujourd'hui de pouvoir compter sur le cloud de Microsoft, et donc d'être autonome sur l'offre que l'on va proposer à nos joueurs. 7,5 milliards, ça prouve en tout cas l'intérêt de Microsoft dans le gaming. Absolument. C'est une source de profit importante, hein, tout comme Sony d'ailleurs. Hein. Heureusement que Sony a son département jeux vidéo. Heureusement que Microsoft a son département jeux vidéo aujourd'hui. Microsoft se porte très bien, je vous laisse regarder les cours de l'action, donc on se porte très bien. Je pense que les choix qui sont faits par Satya Nadella depuis qu'il est aux commandes également portent leurs fruits. Le fait que Phil Spencer, qui est le patron de la division gaming et donc le patron d'Xbox aujourd'hui, soit rattaché depuis quelques années maintenant directement à Satya Nadella, montre en fait que le jeu vidéo fait partie des piliers de la stratégie de Microsoft. Et de l'ADN de Microsoft. Si on parlait de grosses acquisitions, il y a aussi Nokia qui a coûté un petit peu d'argent. Pour Microsoft, avec plus ou moins de bonheur. Mais bon, ça, c'est les turpitudes de ces géants de l'Internet. Un mot aussi sur votre différence avec Sony, c'est le jeu. Alors bien sûr, on va se retrouver encore avec des batailles de licences, forcément, obligatoirement. Ça, on s'en sortira jamais, en fait. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 23 studios de notre côté qui vont produire du contenu pour l'écosystème Xbox. Et l'idée... Après, Sony a aussi ses... Absolument. Notre idée, c'est simplement d'enrichir le catalogue. On n'a pas encore parlé du Game Pass, mais vous voyez, c'est cette offre par abonnement. Alors oui, justement, parlons-en, parce que c'est ça aussi qui vous différencie par rapport à Sony. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que le Game Pass ? Alors le Game Pass, c'est un abonnement mensuel pour un prix fixe qui permet simplement d'avoir accès à un catalogue de jeux sur console ou sur PC, et d'accéder également au cloud gaming, avec les jeux qui sont édités par nos studios, qui sont disponibles dès leur sortie dans le Game Pass. Donc les fameux jeux AAA, comme on dit, qui sont des jeux très très haut de gamme. Les plus grosses licences sont disponibles dans cette offre-là. Ceux qui sont mais que les jeux des studios Microsoft ? Tout à fait. Et ensuite, au fur et à mesure que le temps passe, on a des AAA, des éditeurs qui viennent rejoindre le catalogue également. Par exemple, on prend un Assassin's Creed, il ne sera pas au début. Il ne sera pas au début, mais on peut avoir... les films, en fait, c'est ça ? Ça arrive combien de temps après ? Ça dépend des studios, mais il y a plusieurs stratégies. Donc là, on a en ce moment Rainbow Six Siege, qui est de Ubisoft, qui vient d'intégrer l'offre. Et qui est sorti quand Ça fait 5 ans qu'il est sorti, mais on se rend compte qu'il fonctionne encore très très bien, et on se rend compte que l'intérêt d'Ubisoft, c'est de venir s'adresser à une audience qu'ils n'avaient peut-être pas en s'adressant directement à leur audience, et de venir toucher les 15 millions de personnes qui sont abonnées au Game Pass aujourd'hui de par le monde, et de simplement proposer l'expérience de ce jeu aussi à ses abonnés. On l'a vu aussi avec Rockstar, qui a proposé Red Dead Redemption, par exemple, qui est rentré dans le Game Pass. Donc ça permet simplement de faire connaître sa licence à un public très large. Bien sûr. Pendant un certain temps, ça va entre 4 et 6 mois, ou des fois plus longtemps. Ça et si je veux la dernière version, là j'achète... Vous l'achetez, mais ça permet de faire découvrir le premier opus, par exemple, d'une saga, et d'être intéressé ou pas avant la sortie de la prochaine. Mais ça permet aussi à beaucoup de petits studios de se faire connaître et de gagner en notoriété, parce qu'ils n'auraient pas les moyens autrement d'être visibles auprès de 15 millions d'abonnés. C'est un peu le Netflix du jeu vidéo, on est d'accord. On peut. Et ça coûte combien ? Vous êtes à 12,99 pour l'offre qui intègre le Game Pass
pour console, plus le Game Pass pour PC, plus la possibilité de jouer sur votre smartphone. Et au-delà de ça, on a une offre seulement pour la console ou une autre offre seulement pour le PC. En fait, on donne le choix en fonction de l'usage du joueur, s'il est à la fois sur une console, un PC, et s'il souhaite accéder au cloud gaming via son smartphone, ou bien s'il souhaite avoir un catalogue 100% adapté au PC avec le Game Pass pour PC. Très bien. Est-ce que on peut imaginer que c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo, cette solution? On voit que la SVOD a complètement révolutionné notre manière de consommer en fait du film, des séries, etc. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir aussi du jeu vidéo? On ira aussi loin dans le jeu vidéo? Je pense que c'est une nécessité aujourd'hui. On se parle de 12,99 € pour des centaines de jeux. Imaginez-vous ce que ça représenterait si vous deviez les acheter de manière individuelle chacun. Et ça permet surtout aussi de découvrir des licences auxquels on n'aurait pas pensé jouer si on n'était pas passé par ce service d'abonnement. Oui, parce que quand un jeu coûte 70 €, combien coûtera un jeu Xbox? On est à 69,99 €. 69,99 €, d'accord, bon, c'est quand même une somme. Donc là, voilà, je peux tester des jeux. On peut tester énormément de jeux, découvrir des licences, des genres de jeux, des studios également, auxquels on n'aurait pas eu accès, auxquels on n'aurait pas pensé simplement si on était resté dans une expérience d'achat direct. Et là, récemment, donc depuis le 10 novembre, on a également le catalogue de EA Play, donc le catalogue de Electronic Arts, tout leur catalogue d'abonnement également qui est venu se rajouter à l'offre du Game Pass Ultimate sans coût supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour 12,99 €, vous avez en plus, depuis le 10 novembre, accès au catalogue de Electronic Arts. Et j'ai quel FIFA là? Vous avez le FIFA 20, vous avez des licences autour de Star Wars, etc. Et un peu plus tard, dans quelques mois, vous aurez FIFA 21, etc. Donc c'est vraiment l'intégration des licences EA Play qui sont sur PC et sur console dans l'offre. Est-ce que je peux jouer en réseau pour ce prix-là ou il faut que je rajoute un abonnement supplémentaire? Vous pouvez jouer en réseau puisque les Xbox Live, qui est notre modèle traditionnel, je dirais, pour pouvoir jouer en multi et jouer en ligne, est également intégré dans le Game Pass Ultimate. D'accord, très bien. Et alors, vous avez parlé tout à l'heure de cloud gaming. Oui. Le cloud gaming, c'est autre chose. C'est-à-dire que je ne vais pas télécharger un jeu, je vais me connecter à un serveur, et vous faites ça très bien avec xCloud notamment, pour pouvoir accéder à des jeux là qui sont complètement dématérialisés. Mais là, finalement, ma console ne sert pas à grand-chose, à part la manette. Dans cette expérience, la console ne vous sert plus en fait, et c'est la promesse d'après quelque part, mais ça part aussi d'un besoin et d'une volonté du joueur de pouvoir aussi jouer, mais sans passer par sa console. Et ça, c'est pour plusieurs raisons. Je dirais, quand on est en mobilité, premièrement, vous êtes dans les transports, vous êtes au bureau, vous voulez faire une pause, etc. Votre console n'est pas à côté de vous, effectivement, et vous vous donnez donc la possibilité d'accéder à votre écosystème, donc vos jeux, qui sont reliés à votre profil, vos avancements dans un jeu, les succès que vous avez débloqués, etc., sont directement sauvegardés dans le cloud. Et donc, quand vous reprenez votre partie, vous la reprenez à l'endroit où vous l'avez arrêtée quand vous étiez en train de jouer sur votre console chez vous. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point, je dirais que quand on pense un petit peu au futur, on parlait des 3 milliards de joueurs qui existent aujourd'hui sur la planète, on ne peut pas imaginer que 3 milliards de personnes vont s'équiper en console. Et donc, quelque part, dans notre volonté de rendre l'écosystème Xbox accessible au plus de personnes possible, il y a cette nécessité d'adapter l'offre aussi, et de s'affranchir de la console et de se dire que l'écosystème qu'on a, qui est riche aujourd'hui et qu'on considère comme très valorisant, se doit d'être accessible aussi avec de nouveaux modèles. Un mot sur cette période on va dire, complètement folle qu'on est en train de vivre. On ne peut pas aller dans des magasins acheter des consoles, on peut les acheter que sur Internet. J'imagine que pour vous, en termes de logistique, ça doit être un cauchemar. Comment ça se passe aujourd'hui? Je veux acquérir cette nouvelle console, comment je fais? Vous savez, déjà, est-ce qu'il y en a en stock? Alors, on vient de passer le lancement depuis quelques jours maintenant. Effectivement, toutes les consoles disponibles pour le lancement étaient pré-réservées et donc elles sont parties très très vite. On a d'autres approvisionnements qui arrivent auprès des distributeurs d'ici la fin de l'année, donc il y en aura d'autres de disponibles. Il faut rester à l'affût. Et la flexibilité dont vous parlez en termes de logistique, en fait, elle se joue vraiment au niveau du distributeur. Aujourd'hui, nous, on a nos volumes, ils ont été produits, ils sont arrivés. La vraie question maintenant, c'est quelles sont les possibilités de distribution qui sont offertes aux magasins hypermarchés, aux spécialistes du jeu vidéo, etc. Donc on se parle d'un Micromania, d'une Fnac, Auchan, Carrefour, Leclerc. Chacun aujourd'hui a des possibilités qui sont différentes en termes de distribution. Certains ont réussi à mettre en place du click and collect, d'autres font de la livraison à domicile, d'autres ont été obligés de fermer leur rayon en point de vente. Et par exemple pour Micromania, alors je cite Micromania parce que c'est une enseigne, voilà. C'est le spécialiste du jeu vidéo en France. Du jeu vidéo, mettre du click and collect, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça en claquant des doigts. Et je salue vraiment la flexibilité de tous les distributeurs français. Ça prouve bien qu'on a une distribution
solution qui est solide. Ils ont réussi à s'adapter aux directives gouvernementales et faire en sorte de faire que le Day One, ce qu'on appelle chez nous le lancement, soit quand même un succès et que les joueurs qui attendaient leur console depuis maintenant plusieurs mois puissent les récupérer le jour du lancement. Malgré tout, s'il n'y a plus de console, c'est qu'il y a un problème, non ? Enfin, je veux dire, c'est que vous avez mal on va dire, anticipé la demande, non ? C'est quand même dommage, à quelques semaines du lancement d'une console, de ne plus en avoir. Enfin, même pas du lancement, puisqu'elle est lancée, mais c'est dommage. Peut-être qu'il y a des gens qui vont s'acheter une PlayStation 5 à cause de vous. Parce mais il n'y a pas de mal. Non, je plaisante, mais vous êtes surpris de cet engouement ou pas ? On n'est pas surpris, on est content. Ça montre en fait que les choix qu'on a pris, le fait d'arriver avec 2 consoles, l'offre qu'on a aussi avec l'abonnement, les studios qu'on rachète, etc., ça montre que ce qu'on propose aujourd'hui en tant que marque Xbox plaît aux joueurs. Et ça, c'est ce qui nous fait le plus plaisir aujourd'hui. En termes de disponibilité, vous savez, nous, on assemble les consoles, mais on est aussi dépendant des composants. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Et donc, les volumes qu'on a été capable de mettre là sur la fin d'année sont déjà très conséquents. On se parle de plusieurs dizaines de milliers de pièces disponibles de par le monde pour le même jour, donc le 10 novembre, et donc ça fonctionne bien, c'est tant mieux. Il y a d'autres mais en pièces. termes de supply chain, le fait qu'on vive cette crise a ralenti on va dire la fabrication de cette console. Ça a eu une incidence sur la vitesse de production, mais aujourd'hui les volumes qu'on a réussi à avoir quand même pour la France sont à la hauteur de ce qu'on attendait quand on avait les premières discussions de disponibilité. Dernière question, pour revenir sur ce confinement, j'imagine, alors évidemment c'est une période dramatique, mais est-ce que pour vous, pour tout ce marché du jeu vidéo, c'est une opportunité ? Est-ce qu'il y a plus de gens qui jouent ? On le voit que au premier confinement, il y a eu une explosion du jeu. Absolument. En fait, je pense qu'il faut un peu différencier les 2 confinements. Le premier confinement, on a vu une nette augmentation effectivement de l'usage du jeu vidéo. Simplement, les gens étaient chez eux. Il faut savoir que le jeu vidéo permet quand même de garder le lien social. On a eu énormément de retours de personnes qui disaient je retrouve mes amis sur une partie online, dans le chat, j'arrive à discuter avec eux. On était vraiment bloqués à la maison. On était bloqués à la maison, on ne pouvait pas sortir, ce qui n'est pas le cas sur le deuxième confinement. Et si on s'attarde sur le deuxième confinement, on est quand même sur une période de lancement, ce qui veut dire qu'on avait un énorme chiffre d'affaires à réaliser, que ce soit nous ou la distribution, et qu'aujourd'hui, le fait que les magasins ne soient pas en mesure d'ouvrir pleinement leurs rayons aura une incidence sur des ventes, notamment de périphériques, de jeux, etc. Donc on verra ce qui se passe d'ici là, comment cela évolue également, comment la situation évolue en France, et quelles seront les options qui seront proposées à la distribution et aux gamers d'ici la fin de l'année. Il n'y a pas beaucoup d'exclus qui sortent là, à la sortie de la console. Quel est le jeu, à votre avis, qu'il ne faut pas rater pour l'année 2021 et quand est-ce qu'il sortira ? S'il y en a un seul à retenir. Je me permettrai d'en donner 2. Allez, 2, c'est bien parce que c'est Assassin, qui est sorti le 10 novembre également, qui est optimisé sur les séries et qui est juste vraiment magnifique. Et je pense que le plus attendu après, ce sera Cyberpunk 2077, qui sera une des plus belles expériences également sur les séries X et S. Et qui sort quand ? Qui sort en décembre. Il me semble le 9 décembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc il sera là sous le sapin si tout va bien. Il sera sous le sapin si tout va bien, effectivement. Très bien. Merci beaucoup Inès Gelbert pour toutes ces précisions. Voilà, les 2 Xbox sont lâchés dans la nature. Absolument. La série X à 499 € et sa petite sœur, la série S, à 299. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Ce De quoi je me mail est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous rappelle le hashtag des QGMM si vous voulez réagir. Si vous vous apprêtez à craquer pour cette nouvelle Xbox ou pourquoi pas la PlayStation 5, vous pouvez nous le dire aussi. Et puis la page Facebook qui vous attend. Merci, à très vite et très bon week-end à vous tous. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.